Bienvenue à Virage. Aujourd'hui, à l'émission, on fait l'essai de la Polestar 3. Stéphanie Blais de Groupe Saillant Autocrédit va être avec nous. Je m'entretiens également avec les gens de M Lemieux, une compagnie d'outillage qu'on va découvrir. Beaucoup de nouvelles de l'industrie et on répond à vos questions. Tout cela à Virage, dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Avec moi aujourd'hui à l'émission, Jacques, bienvenue, et Marc Bouchard. Salut, messieurs. Salut, Lionel. Ça va bien? Oui, merci. Alors, beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui, mais on va commencer avec la Polestar 3 parce que c'est une belle nouveauté et c'est une voiture un peu particulière au niveau de son design, son positionnement dans la gamme parce que, bon, tu nous as expliqué, Marc, là, le 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que ça voulait dire du côté de chez Polestar. Parle-moi un peu de cette 3 que tu conduis, Marc. En fait, je ne t'ai pas expliqué parce que moi-même, je ne comprends pas, mais on en a déjà parlé. Alors, effectivement, il faut rappeler que la Polestar 3, ils ne sont pas classés, en fait, par catégorie, par grosseur. Celle-là arrive à un prix quand même important, 103 000 de base. Il faut dire qu'on a en studio la version Performance, qui est quand même une version puissante, là. On parle de 510 chevaux. Ça déménage un peu. 671 livres-pieds de couple, c'est vraiment impressionnant. Une batterie de 111 kWh qui, théoriquement, nous offre 450 km d'autonomie. Ce que je peux vous dire... Polestar, ça ne gêne pas. On l'écrit sur le véhicule. Oui. J'aime ça. Moi, je ne sais pas si on va garder cette écriture-là sur le véhicule. Mais on met Polestar 3, 111 kWh, donc on met déjà le tout sur le véhicule. On ne se mélange pas, mais c'est le premier sport utilitaire chez C'est le premier sport utilitaire chez Polestar. Un véhicule qui est lourd, qui a près de 2,5 tonnes. Là, c'est vraiment très, très pesant, mais étonnamment, qui est plus dynamique que ce à quoi je m'attendais. La conduite est quand même plus agréable et plus dynamique. Dans l'ensemble, je trouve que le look est très réussi. On a un beau véhicule, on a fait quelque chose de différent, d'unique, d'assez imposant. On ne s'attendait pas à aussi gros que ça. Il y a une fenêtre arrière. Rappelons que sur la Polestar 4, il n'y en a pas. Ça explique probablement la 30 000 $ de différence. 30 000 $ pour une fenêtre, là, t'es rendu... T'aurais pu mettre une porte patio. J'essaie de trouver une excuse. Mais effectivement, donc, de ce point de vue-là, ça va très bien. À l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on a vraiment fait comme chez Volvo, on a voulu jouer avec l'ergonomie technologique pour épurer le tout. Il y a de bons et de moins bons côtés. Le bon côté, on a un affichage tête-haute, on a un petit écran d'affichage juste en haut du volant qui nous donne les principales informations, incluant la navigation, et c'est extrêmement précis, c'est vraiment bien fait. Ça vaut la peine. Au centre, on a un grand écran et un bouton. Le bouton qui sert en fait à faire une pause sur la musique qu'on écoute ou à augmenter le volume, c'est une grosse affaire comme ça. Pour le reste, il n'y a aucun autre bouton, ce qui veut dire que toutes les fonctions doivent passer par le grand écran. Et là, on peut déterminer à quoi servent les boutons sur le volant. Mais ça va aussi loin que tu veux régler ton volant, qui, en passant, n'est pas télescopique. Déjà, ça, c'est un peu particulier. Mais si tu veux le régler en hauteur, tu dois aller dans le grand écran, sélectionner la voiture, sélectionner les réglages, sélectionner le volant. Et là, à partir des boutons sur le volant, tu peux déterminer la bonne hauteur. Vous allez me dire, quand on est propriétaire de la voiture, ça fait des mois qu'on la conduit, on l'a réglé, le volant. C'est vrai, mais c'est vrai pour toutes les commandes. C'est vrai pour ouvrir le coffre. C'est vrai pour ouvrir le coffre à gants. C'est vrai pour toutes les commandes à bord. Ça, c'est un peu compliqué. Il faut que tu souhaites que ton écran ne lâche pas, là, parce que tu perds ton véhicule au complet. Donc ça, c'est une chose. Les boutons physiques, c'est la mode parce qu'évidemment, on sauve énormément d'argent
en enlevant les boutons physiques. Là. On a compris l'astuce des fabricants. Ça va devoir revenir, ces boutons physiques-là. On commence déjà dans l'industrie à les faire revenir. Honda a recommencé à repositionner des boutons physiques. On s'en va dans cette direction-là pour l'industrie. On lâche le 100% numérique. Je vais en parler d'ailleurs dans quelques minutes dans le bulletin de nouvelles. J'ai une petite nouvelle là-dessus, mais effectivement, c'est une des tendances. On n'aura pas le choix. Parce que l'ergonomie, elle est compliquée. Pour le reste, siège confortable, pas facile à régler cependant. C'est encore une fois un seul bouton sur le côté qui sert pour placer le dossier, placer la hauteur et tout. Et là, tu dois aller appuyer sur le bouton dans le grand écran pour faire les réglages lombaires. Alors, une autre affaire qui est un peu compliquée pour rien. Mais une fois ça fait, par contre, c'est effectivement confortable et le roulement est excellent. Et comme je l'ai dit, on a la version performance. Donc, il y a le module de performance que tu peux choisir qui va te donner, entre autres, les contrôles G et tout ce qui vient avec. Là. Honnêtement, c'est un superbe véhicule qui va bien, mais qu'on a compliqué un peu pour rien, je trouve. Oui, bien insonorisé, comportement routier irréprochable. Cette voiture-là, moi, je ne l'ai pas conduit. Mais quand je monte à bord, par exemple, pour voir comment ce qu'elle est au niveau de l'espace intérieur, etc., c'est une grande voiture intérieure. C'est une assez grosse voiture aussi extérieure. J'aime l'intérieur. Moi, j'ai embarqué là-dedans, j'ai regardé le volant. Wow! J'ai dit, il y a un crème de beaux volants après. Et qui se prend bien en main. J'ai trouvé que les sièges, pour moi, les sièges étaient confortables. Les ajustements, je ne pouvais pas parce que, comme Marc dit, il faut que tu commences à jouer un peu partout dans le menu. Moi, c'est ça qui m'agace, moi, dans les nouvelles voitures, c'est que tu n'es pas capable d'aller... J'avais un véhicule l'autre jour qui avait 18 ajustements sur le siège. Mais comment les trouver? Comment les trouver? Après que tu l'as trouvé, la lumière est tombée verte, tu es prêt à partir, ou bien non, tu es chez vous dans ton carré de sable à essayer de jouer avec les pitons. C'est vraiment... Moi, je trouve ça désagréable. Et je pense qu'au niveau sécurité, si on veut vraiment parler sécurité, bien, il va falloir un jour y arriver à remettre des boutons comme certains manufacturiers le font. Alors, au niveau de l'espace, c'est intéressant. Au niveau de la qualité de finition, c'est aussi intéressant. Le véhicule qu'on a ici est fabriqué à Chengdu, en Chine. Alors, mais il y en aura éventuellement qui, apparemment, pourraient être fabriqués à Ridgeville, Caroline du Sud, parce qu'ils ont une usine là-bas. Il y a un compartiment de rangement sous le plancher, parce que le coffre n'est pas vraiment grand dans cette voiture-là, mais il y a un bon rangement quand même dessous le plancher de 90 litres. Un autre petit coffre à l'avant du véhicule qui est de 32 litres. Tu n'as pas parlé du système de son, mais il y a un système de son là-dedans de Bauer Wilkins qui a 25 haut-parleurs. Et ça doit cracher de la musique, mais pas à peu près, à part des acoustiques, etc. Ça, c'est drôlement intéressant. Tu as parlé de batterie tout à l'heure de 111 kWh. Il y a 2 moteurs électriques sur chaque essieu. Et il y a un système qui permet justement de gérer la puissance au niveau de traction pour avoir la meilleure traction continuellement. Et j'imagine qu'au niveau de tenue de route, au niveau mauvaises conditions routières, ça doit être intéressant. Mais le véhicule a des roues 21 pouces, celui qu'on a ici. Il y en a avec des 20 pouces. Mais sur nos routes canadiennes, déjà à la base, on annonce que c'est un véhicule qui est suspension assez rigide. Ça doit être quelque chose. Capacité de remorquage, quelqu'un qui a fait ça, qui veut remorquer 3500 livres. C'est impressionnant. Drôlement intéressant. Suspension adaptative pour la garde au sol. Alors, je ne sais pas qui ira jouer hors route avec. Tu as besoin d'être équipé à l'autre bout pour pouvoir recharger et revenir. Moi, je trouve que c'est un véhicule qui, au niveau apparent, toutes ces choses-là, est drôlement intéressant. Maintenant, assoyons-nous un bout de temps pour essayer de s'adapter à tout ce qu'il y a de commandes et le menu de tout ça. Ça, c'est vraiment compliqué, il faut le dire. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées aussi. Là. Dans la version qu'on a ici, on n'a pas... C'est une voiture de presse. Donc, on n'a probablement une clé de secours. On n'a pas nécessairement la clé principale. C'est une carte que, normalement, tu gardes dans ton portefeuille. Mais dans les circonstances, on n'est pas capable. Donc, il faut la coller sur la poignée pour la déverrouiller. Il faut la coller sur la poignée pour la reverrouiller. Parce qu'il n'y a pas de bouton, évidemment. Il faut aussi mettre la carte au milieu pour pouvoir démarrer, parce qu'il n'y a pas de bouton de démarrage, mais quand tu essaies d'embrayer, si la carte n'est pas là, ça ne part pas. Bref, il y a plein de petits irritants comme ça. Là où tu as raison, par contre, c'est que c'est un véhicule, je l'ai dit, qui est beaucoup plus dynamique qu'on pourrait. Je regardais le poids, là, c'est 5800 livres.
Je disais 4 000. C'est 5 800 livres. C'est extrêmement pesant pour un véhicule comme ça, mais honnêtement, on ne le sent pas. Les suspensions adaptatives, c'est vrai, servent aussi à abaisser, Jacques. Ils ne font pas juste remonter. Ils abaissent. Fait que quand tu conduis de façon dynamique, ça apparaît et ça donne un bon coup de main. Sérieusement, l'aérodynamisme aussi est bien pensé. Regardez la voiture, regardez la partie avant. On a fait comme c'est la nouvelle tendance, là, une espèce de trou dans le capot. Oui. On a vraiment un véhicule qui est aérodynamique, qui est fait pour la performance. On a des freins qui sont plus forts encore sur celui-là. Donc, sincèrement, moi, ça, c'est la partie qui m'a le plus étonné. 0-100 en bas de 5 secondes, 4,6 secondes. Ouais. Ça commence à être vite. Là, on parle quand même d'un VUS, que je l'ai dit, de près de 6 000 livres. Donc, ça, c'est vraiment un beau et un bon véhicule. La question, c'est à qui ça s'adresse? Je n'arrive pas à trouver, parce qu'à ce prix-là, c'est vrai que c'est gros, mais c'est pas si gros. Il est entre un modèle Y et un X Ouais. chez Tesla. Donc, il est entre les deux. C'est pas un lyrique, c'est un peu plus qu'un lyrique. C'est un peu difficile, effectivement, De trouver la à place. catégoriser Ouais. qui est son concurrent direct. Et la consommation d'électricité, bien, elle n'est pas si basse que ça. Moi, là, j'ai fait 200 km à peu près, 212 km précisément à son volant, mais j'en ai perdu 300 sur l'affichage, sur l'autonomie affichée. Ah, ça commence à paraître là, comme nuance et comme différence. Parce que ce matin, quand moi, j'ai branché la voiture, elle était à 100 on m'affichait 440 km. Et là, après avoir fait 212 km, il m'en reste 130. Fait que c'est vraiment pas normal. Là. C'est vraiment un sport utilitaire à tendance sportive. Oui. C'est comme ça qu'on peut le catégoriser. Si vous voulez quelque chose avec un comportement sain, routier, dynamique, aussi de belles constructions. Évidemment, Polestar, bien, on va continuer à les découvrir. C'est une marque qu'on découvre et commence à s'installer ici à Québec. C'est la bonne nouvelle. Au moins, on n'a plus besoin d'aller à Montréal. Alors, on va suivre Polestar. On a hâte d'avoir la 4 pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est quoi la différence de prix, si c'est justifiable entre la 3 et la 4. Oui, parce que là, honnêtement, moi, celle-là, je vous le dis, malgré les qualités du véhicule, qualité d'assemblage aussi, il faut le dire, c'est quand même 100 000 $. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Effectivement. Merci, messieurs. Plaisir. Alors voilà, on s'arrête à virage et au retour, Stéphanie Blais de Groupe Saillant Autocrédit s'installe. Restez là. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour et je suis présentement accompagné de Stéphanie Blais de Groupe Saillant Autocrédit. Salut Stéphanie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors Stéphanie, on va parler de demande de crédit, de l'importance de donner les bonnes informations. Mais juste avant, Groupe Saillant Autocrédit, vous êtes qui? Vous faites quoi? Pourquoi on fait affaire avec vous? En fait, Groupe Saillant Autocrédit, c'est la division de crédit spécialisé du groupe Saillant, là, qui est un ensemble de concessionnaires à Québec. Donc, Sainte-Foy Toyota, son Subaru, Sainte-Foy Hyundai, Laurier Mazda, Volvo de Québec, Polestar. Donc, on a vraiment plusieurs concessions. Et nous, on s'occupe toujours des dossiers de crédit qui ne fonctionnent pas en crédit régulier. Donc, dans nos concessions, même, là, quand ça ne fonctionne pas en crédit régulier, les dossiers sont transférés chez nous. Évidemment, on a un lot de dossiers qui rentrent aussi, soit via notre site Internet, les gens qui nous appellent, etc. Mais la majorité des gens, c'est quand ils ont des difficultés au niveau du crédit qui nous contactent. Là. Exactement. Et lorsqu'on vous contacte, la demande en tant que telle, la prise d'information, c'est le nerf de la guerre. C'est là que ça se passe. Pourquoi c'est si important? En fait, on l'a souvent dit aussi que nous, on fonctionne différemment des autres endroits, donc on fonctionne à l'envers. Tu sais, la majorité des gens, quand ils font un processus d'achat de véhicule, ils choisissent un véhicule, puis ensuite, ils passent au financement. Mais nous, on fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on fait la préautorisation, donc la demande de financement, puis ensuite, on fait le choix de véhicule. Et effectivement, tu disais, c'est vraiment le nerf de la guerre, la négociation bancaire. Donc, nous, quand les gens nous contactent, on prend vraiment beaucoup d'informations. Des fois, les gens disent « Pourquoi tu nous poses toujours toutes ces questions-là? » Parce qu'on en a une puis une autre. C'est vraiment pour aller chercher le plus d'informations possible parce que ça nous permet vraiment de travailler le dossier de la bonne façon. Puis, tu sais, je dis toujours aux gens, c'est important que vous nous donnez la bonne information parce que, tu sais, des fois, les gens, ils omettent de nous donner des informations. Je te donne un exemple. Quand il a fait une faillite en 1988, dans sa tête à lui, c'est fini, c'est passé, ça n'existe plus. Ouais.
Mais pour nous, c'est vraiment important de le savoir parce que si cette information-là pop-up à un moment donné dans le dossier, ça risque de changer complètement la donne dans la façon dont on doit travailler le dossier. Et de la façon dont vous travaillez le dossier, est-ce que ça veut dire que vous allez changer d'institution financière selon le dossier de la personne? Effectivement. Donc, pour vous, ça prend... Toi, tu fais une première évaluation, c'est ça que vous faites. Effectivement. Avant de l'envoyer à la bonne institution financière. La première étape, nous, on sort le dossier de crédit. C'est quoi les institutions financières différentes? C'est quoi la stratégie différente que vous avez? Écoute, j'ai établi même une grille pour nos employés avec tous les critères des institutions financières parce qu'ils ont tous des critères qui sont particulières d'un à l'autre. Il n'y en a pas un qui accepte le même genre de dossier. Il y en a que, oui, ils vont être dans le même créneau, mais ils ont toutes vraiment leurs particularités. Donc, de là l'importance que quand les gens nous donnent des informations, bien, ça va nous permettre de savoir on envoie ça à telle banque ou à telle banque ou à telle banque. Mais tu sais, comme je disais, si on n'a pas la bonne information, bien, je vais l'envoyer à la banque, puis quand l'information va sortir, bien là, tout d'un coup, le dossier va être refusé parce que cette information-là, on n'était pas au courant. C'est ça que tu veux pas, avoir des dossiers refusés. Non, c'est ça que je veux pas, exact. C'est ça le problème des institutions qui, eux, l'envoient un peu partout en même temps. Exactement. Puis, tu sais, nous, le fait, des fois, de présenter le dossier d'une certaine façon en ayant la bonne information, bien, ça va me permettre de pouvoir, excusez-moi l'expression, mais de fighter votre dossier puis d'aller chercher une approbation. Sauf que si j'ai pas la bonne information, bien, c'est sûr et certain que ça me donnera pas la chance de pouvoir aller chercher peut-être une approbation que j'aurais eue si j'avais eu la bonne information, là. Exactement. Donc, dans les informations, tu m'as parlé d'une faillite. Quelle autre information cruciale on doit avoir sur le dossier de la personne? Bien, en fait, comme je disais tantôt, on sort le dossier de crédit, nous. Donc, déjà, ça nous donne quand même un certain lot d'informations. Mais effectivement, les événements antérieurs, que ce soit une faillite, une proposition, une remise volontaire, peu importe. Tu sais, si moi, je dis au client, actuellement, vous en êtes où là, dans vos finances, dans vos prêts, dans vos choses? Puis, ah, non, tout est beau. On sort le bureau de crédit, on sait que, bon, on vient d'avoir une carte de crédit qui vient de passer aux pertes ou on vient d'avoir un prêt auto qui ont fait une remise volontaire. Tu sais, si j'ai pas ces informations-là, si les gens nous les donnent pas, nous, on a moyen d'aller vérifier certaines informations. T'sais, moi, si je demande aux clients, est-ce que vous avez fait des demandes de crédit ailleurs? Parce que ça, c'est important. Parce que si, exemple, ils ont fait une demande de crédit dans un autre endroit, puis que cet endroit-là, ils ont envoyé la demande de crédit, mais que c'est pas tout à fait les bonnes informations qu'il y avait dans la demande, bien, moi, mon dossier peut être décliné juste sur cette chose-là parce que les informations sont divergentes. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment important, là. À la base de ces demandes-là, il y a une voiture. Fait que là, le client essaie d'acheter une voiture. Est-ce que, suite à la prise d'information, tu dis... je pense qu'on va regarder une autre voiture parce qu'avec le dossier que vous avez, on va regarder un autre véhicule. Ouais. C'est sûr que ça l'arrive. Par contre, on essaie toujours de répondre aux besoins du client. Tu sais, si le client m'envoie une demande d'information sur tel véhicule et qu'on fait la préautorisation, bien, tu sais, quand on prend les informations, bien, on leur demande c'est quoi leurs besoins en termes de véhicule, c'est quoi leur budget aussi, ce qui est bien important d'aller respecter. Mais tu sais, si le client il a un budget, exemple, de 300 $ mais qu'il veut un gros VUS 8 places, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Puis ça se peut que d'emblée, on leur dise, écoutez, malheureusement, ça ne sera peut-être pas viable ce que vous souhaitez avoir versus votre budget, là. Est-ce qu'on peut fonctionner à l'inverse? Lorsque tu te magasines une maison, tu te fais préautoriser pour un montant. Exact. Est-ce que dans ce cas-là, d'une voiture, on pourrait faire la même chose? C'est ce qu'on fait, nous. C'est ce qu'on. Dans le fond, quand on fait la préautorisation, ça nous donne un paiement qui est autorisé et un taux d'intérêt. Évidemment, en faisant la corrélation, tout dépendant de l'année du véhicule, etc., ça va nous dire vers quel prix de véhicule on est capable de se diriger. Okay. Donc, c'est vraiment ça. Puis, tu nous donnes l'exemple avec la maison. Les gens, avant d'aller se magasiner une maison, ils vont faire une préautorisation. C'est un peu le même principe avec nous. On sait ce qu'on doit faire, on va devoir, et tout va bien aller dans notre dossier de crédit. Stéphanie Blais, merci beaucoup. Merci. Alors voilà, Stéphanie Blais de Groupe Saillant Auto-Crédit. On s'arrête à Virage Longueuil. Nous sommes chez M Le Mieux. Je suis en compagnie de Jonathan Savard, adjoint aux opérations ici chez M Le Mieux. Bienvenue à Virage. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour le temps que vous prenez avec nous autres aujourd'hui. Bien content d'être ici chez vous. Je vois des articles ici qui s'adressent pas mal à l'industrie automobile. On va essayer de découvrir votre entreprise. Parle-moi un peu de sa fondation et qu'est-ce que vous faites. Il y a beaucoup de divisions. Tu vas m'en parler. Yes! Alors, au départ, la compagnie a été fondée en 1953 par Marc-Aurèle Lemieux, d'où le M Lemieux et non pas Mario Lemieux, le joueur. On se le fait demander souvent. Mais Marc-Aurèle Lemieux qui a fondé en 1953.
À l'époque, on remonte quand même il y a 72 ans, c'était une compagnie basée ici à Québec qui était spécialisée pour le domaine du bois, parce que c'était beaucoup les charpentes de bois à cette époque-là. Puis ça, on commençait à voir les métaux arriver dans le domaine de la structure. Et puis, on était un très gros distributeur d'une compagnie qui s'appelait la Minnesota Mining and Manufacturing. OK. 3M. OK. Avant que ça s'appelle 3M. Ah oui, bon. Ça remonte à loin. C'est devenu gros, ça, cette compagnie-là. Oui, c'est ça, une toute petite compagnie. Fait que ça a commencé comme ça à l'époque. De fil en aiguille, ben, le marché s'est transformé, l'entreprise aussi, ce qui nous amène à 72 ans plus tard, aujourd'hui, avec une gamme de produits vraiment diversifiée. Diversifié, mais qui touche beaucoup à l'industriel et à l'automobile également. Parce Oui. que je vois beaucoup de produits ici qui s'attardent justement, notamment aux carrossiers. Oui, exact. En fait, là, l'offre de produits, on a 5 familles principales, si on veut, qu'on garde ici. Il y a plein de choses qui gravitent autour de ça. Si on commence, entre autres, par les abrasifs. Donc, tout ce qui est abrasif, on parle, oui, évidemment, on peut enlever de la matière, mais tout ce qui est les finis de surface, le polissage, aller chercher vraiment les rugosités de surface requises, précises pour différents degrés de polissage, tout ce qu'on a de besoin, que ce soit pour de la carrosserie ou dans l'industriel, on est capable d'aller le chercher. D'ailleurs, ce qu'on voit ici, le Eagle, c'est une des lignes qui n'est pas exclusive, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui ont ça ici au Canada. Puis c'est ce qui est utilisé chez Toyota, au Japon. Ben oui, ça, c'est assez impressionnant, là. Exact. Est-ce que si moi je veux en acheter, je pourrais en acheter? Oui, en fait, oui. Je ne saurais pas l'utiliser, là, mais je pourrais en acheter. Donc, Mais le oui, même produit que Toyota utilise dans son usine au Japon. Wow! Exact. Donc ça, c'est vraiment... C'est niché. Donc c'est pas nécessairement un abrasif qui est très, très... grande surface ou utilisation générale, mais c'est spécifique à que quand on a des finis précis à aller chercher, c'est avec ça qu'on le fait. Donc, abrasif, évidemment, on a parlé de polissage, il y a tout ce qui est pour ramener les lustres et compagnie, donc des pâtes à polir, des compounds, donc les moutons, tout ce qui va avec. Donc ça, on est très équipé dans ça aussi. Pour les professionnels qui veulent travailler directement à la carrosserie. Exactement. Tout ce qui est adhésif, donc tout ce qui est des systèmes monocomposants, des polyuréthanes, ça peut être, souvent c'est ça qui est utilisé pour recoller les pare-brises. Tout ce qui est pour des cols pour les bodés. D'ailleurs, justement, un bon produit, c'est celui-là ici. C'est notre marque maison. En fait, quand vous voyez Ghost comme ça ici, là, sur plusieurs produits qu'on a à côté de nous, mais dans le fond, le Ghost, c'est notre marque maison. C'est pas nécessairement des produits qu'on va appeler d'importation. C'est des produits que nous, on a fait développer pour des requis spécifiques à différentes industries. Puis ça, c'est un produit qui est vraiment intéressant. C'est un produit qui est durci rapidement, qui demeure élastique même après la cure. Puis c'est un produit qu'on importe d'autres en très gros format, puis on l'a en cartouche ici à Québec, Ben oui, directement même, dans j'ai nos vu locaux. l'endroit où c'est fait, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors, un produit spécifique, si les gens en ont besoin, ils peuvent le commander. Oui, en fait, ça peut être utilisé beaucoup pour coller des pièces de carrosserie, en fait, sur des frames. Fait qu'autant dans le domaine automobile que même si on tombe dans le plus gros, dans le camion, dans le VR, même, nous, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est les camions de pompiers, les ambulances, etc. Donc, tu sais, c'est le genre de marché qui peut être couvert par ça. Vaste gamme de produits aussi, des composés de retenue, des freinages à filet, on a tout ça, des petites colles instantanées, même des colles à usage, pas général, mais un genre de passe-partout, si on veut. Donc, on a des colles qui peuvent coller à peu près tout. Fait que tu as besoin d'un produit, tu as 2-3 petites affaires à venir réparer, à coller. Des fois, c'est plus vite que d'essayer de ressouder ou des choses comme ça. Donc, on a tout ça. Les rubans de masquage, donc là, on tombe dans le domaine de la peinture. Fait que nos amis peintres, bien, on est équipés pour tout fournir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Fait que ce soit les rubans de masquage, les films de pré-masque, les équipements de peinture, donc tout ce qui est les guns, les pompes, même des mixeurs à couleur automatisés, ces choses-là, on est équipé de A à Z là-dedans. On peut même équiper une chambre à peinture au complet. Donc, le garage est nu, ça prend une chambre à peinture. On part from scratch, on a tout le monde que ça nous prend pour faire ça. Il y a tous les équipements de sécurité, évidemment, donc qu'est-ce qui est des lunettes, des casques, des gants, des bouchons à oreilles. On sait, dans un garage, l'environnement est bruyant, les impacts à gauche, à droite. Donc, on a tout ce que ça prend, point de vue stock. On a parlé du stock, mais ce qui fait notre force, nous autres ici chez Aime le mieux, c'est beaucoup notre service. Donc, qu'est-ce qu'on peut emmener comme valeur ajoutée? Tu sais, du stock, tout le monde peut en vendre, tout le monde peut en avoir. La grosse différence, c'est que pour toutes les familles de produits qu'on a parlé ensemble,
Nous, on a des spécialistes techniques. Donc, c'est la grosse force et la grosse différence de M le S'il mieux. y a un petit problème spécifique, vous avez un technicien spécialisé qui peut aider le ça. technicien à faire le travail. Exact. Ou à régler ou à trouver une solution. C'est ça. C'est qu'on est capable d'aller... On est même dans le laboratoire présentement Exact. où vous faites des expertises. C'est ça. Donc, le lab ici, où est-ce qu'on est, on s'en sert pour plusieurs choses, soit de qualifier les produits pour les clients sans qu'eux, on ait besoin d'aller sur place, ou emmener les clients ici pour les sortir de leur train-train quotidien. Des fois, ils sont dérangés par toutes sortes de choses, mais ils veulent essayer une recette, ils veulent essayer quelque chose pour aboutir au bon résultat. Mais on les amène ici, on a accès à tout le stock en échantillon à côté de nous, donc on essaie, c'est pas la bonne recette, on va chercher un autre produit, on continue, fait qu'on est capable de faire ça dans un environnement plus contrôlé, puis qui est moins dérangeant que... Et vous êtes ici à Québec? Oui, Et au ici à Québec, je dirais, parce que même si les gens font affaire avec vous, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs ou à l'extérieur, c'est directement ici même au Québec. Donc ça, c'est un avantage avec l'inventaire. J'ai fait le tour là, avec l'inventaire, j'en avais pas mal ici. Non, exact. On a vraiment beaucoup de stock, puis comme je disais, tu sais, quelqu'un a besoin d'un fini de surface précis, bien, c'est pas moi qui va y aller, c'est notre spécialiste technique pour ça. Vous avez besoin d'adhésifs, bien dans ce cas-là, c'est moi, mais toutes les familles de produits, même pour la santé et sécurité, c'est ultra présent maintenant dans tous nos environnements de travail. Notre ressource ici, qui est notre représentant technique pour ça, il connaît toutes les règles de CSST par cœur. Je pense qu'il connaît les codes directement du livre. Donc, quand on dit on est équipé pour bien vous servir... par département. Exact. Voilà. Fait que c'est vraiment... Alors là, les gens, quand ils vont voir votre logo dans notre décor, ils vont vous connaître un petit peu mieux. Exact. Mais il y a encore autre chose, puis il va falloir rester à l'écoute parce qu'au cours des prochaines semaines, on va parler d'une autre division fort intéressante de chez M le mieux. Jonathan Savard, adjoint aux opérations, merci beaucoup d'être passé à Virage. Il n'y a pas de problème, merci à toi. Nous sommes de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie. Tu commences avec quoi? On commençait par le bilan officiel du Salon de l'Auto de Québec. On sait que c'est terminé il y a déjà quelques jours, mais là, on a eu le chiffre officiel des visiteurs, 65 250 personnes. On savait déjà là, que les essais, ça va être un grand succès. On savait aussi que la soirée bénéfice avec 191 000 avait été un record. Donc là, on a le bilan qui est un petit peu en bas des autres années, mais honnêtement, c'est très, très bien pour un événement comme celui-là. Les fabricants ont tort parce qu'on veut se débarrasser des salons de la part des fabricants depuis 10 ans, mais la preuve en est faite encore une fois que les gens se déplacent au salon. Oui. Puis ce que j'ai eu comme commentaire, c'est plus contre ceux qui étaient absents. Ça, j'en ai entendu Les absents parler auront toujours tort. beaucoup. On les nommera d'ailleurs pas pour pas parler d'eux autres, justement. Dans les autres nouvelles, du côté de RAM, il y a toutes sortes de nouvelles du côté de RAM qui circulent de ce temps-là. On sait que chez Stellantis, ça brasse pas mal. Là, on nous présente avec Mopar une nouvelle version du RAM 1500, le RHO. Écoute, c'est une autre affaire. Un gros moteur, tout est là, tout est monté pour être hors route. Le Hurricane 3 litres biturbo, 540 chevaux. Donc, on arrive vraiment avec un véhicule qui va arriver chez les concessionnaires au printemps. En édition limitée, il y en aura 25 au Canada. Wow. C'est tout. Donc, c'est vraiment une édition très, très limitée. Mais je pense que c'est une façon pour RAM de se ramener parce que dans les autres rumeurs, et notamment à cause de la présence en NASCAR et du retour en NASCAR de camionnettes de RAM, on parlerait du retour du TRX. On sait qu'il a été abandonné et que, bon, le moteur MI, techniquement, n'existe plus, hein? Mais là, on déciderait de ramener le MI, un retour au moteur V8 en plus, sous le capot de ce RAM TRX. Mais évidemment, on n'a pas tous les détails, mais ce serait, disons, pour les prochains mois. J'ai de la misère avec les camionnettes de haute performance axées sur le hors-route extrême. Je ne sais pas c'est quoi l'objectif en arrière de ça, mais bon, il y en a seulement 25, alors pourquoi pas? Ouais, le RHO, le TRX, c'est pas vraiment mieux, c'est l'équivalent du Raptor. Ça reste marginal dans les ventes. C'est- On met beaucoup d'efforts à développer des véhicules pour un marché extrêmement pointu. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Moi, je pense que lorsqu'il te manque 2-3 véhicules dans ta gamme, là, lâchez les TRX puis les versions comme ça, puis toutes sortes d'affaires qui n'ont pas d'allure, puis amenez donc une petite camionnette que le monde veut acheter. Tout à fait d'accord, mais tu sais, c'est le genre de véhicule qu'on fait parce qu'on peut.
C'est la seule... Ah, mais c'est pour ça C'est la gonfler seule le torse et justification. dire on a Ben oui. plus de chevaux, puis on a plus de puissance que les autres. C'est plus ça là, que les gens veulent. Parlant de gonflage de torse, Jaguar, hein, on a vu le tournant de Jaguar au cours des derniers mois. Ça a fait un peu scandale. Mais là, ils arrivent avec un véhicule, leur fameux 00, le type 00. Bien, ils l'ont présenté dans le cadre de la semaine de la mode à Paris. La voiture a roulé. Elle s'est présentée, bon, il y avait des gens qui débarquaient, le bleu royal, flash, c'était magnifique. Voiture, on le rappelle, qui supposait être une concurrente de Bentley à plusieurs centaines de milliers de dollars. Voiture 100% électrique, sauf qu'elle a un petit peu manqué de courant. Alors, Jaguar, pour compenser, avait une génératrice au diesel pour la recharger. Ça ne s'invente pas. Honnêtement, il aurait voulu faire ça qu'il n'aurait jamais été capable. Effectivement, que la batterie de production du véhicule n'est pas dans le véhicule. Ben Alors, non, ben non. C'est sûr que c'était une voiture encore de un démonstration, tout prototype, simplement. Mais c'est quand même ironique de dire qu'ils ont été pris sur le fait en train de recharger la voiture avec une génératrice au diesel. Pas sûr que c'est nécessairement bon pour l'image de la compagnie. On en a parlé en entrée, quand on a parlé de la Polestar 3, le fameux écran au centre. L'absence de boutons à l'intérieur des véhicules, ça a été le cas, bon, Polestar, Volvo EX30 en particulier est évidemment là-dedans. Mais là, ça commence à devenir sérieusement discuté, je dirais, et controversé, au point où, en fait, l'Euro NCAP, qui est l'espèce d'équivalent de la NHTSA, si tu veux, au niveau de la sécurité, dit qu'en 2026, ils vont encourager les constructeurs à remettre des boutons et que s'ils veulent obtenir le classement maximal en termes de sécurité, ils vont devoir avoir des boutons pour certaines fonctions. Bon, évidemment, on parle de certaines fonctions là, comme les feux de détresse, les clignotants, les essuie-glaces, le klaxon, ces affaires-là. Donc, on ne sait pas exactement jusqu'où iront les exigences. On sait que Volkswagen, de son côté, a déjà recommencé et a annoncé qu'il était pour revenir au bouton traditionnel. Donc, tout n'est pas terminé. On n'est pas coincé à vie, à mort avec les écrans tactiles. Il semble qu'effectivement, on va revenir avec des boutons. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Bien, les feux de détresse, c'est la première chose. Hein. Ça doit être un devrait bouton être facile. de bonne dimension, visible, qu'on doit être capable d'actionner rapidement. C'est ça, l'objectif. Exactement. Ça devrait être facile à faire, mais pour le moment, c'est pas toujours simple. Dans la série des superlatifs, on connaît le Cadillac Escalade, bien entendu. On connaît le Cadillac Escalade IQ, la version électrique. Bien là, on a fait une version allongée, histoire de se faire plaisir. IQ allongé. IQL, une version UV. Écoute, c'est complètement fou, tu auras compris. Rangement supplémentaire de 12,2 pieds cubes à l'intérieur. Écran, bien sûr, 55 pouces à l'intérieur. Tout ce qui vient avec. 750 chevaux, 785 livres-pieds de couple. C'est fait vraiment pour être excessivement Et on est dans superlatif. 700 km d'autonomie. là, Oui, on parle de grosso modo. 740 km avec une charge complète à peu près. Écoute, tout est là-dessus. Là, les suspensions Magnetic Ride Control, suspension adaptative, tout est là, bien entendu. On ne parle pas du prix. Je serais très curieux d'avoir le Tout prix. près des 200 000. Ouais, C'est son approximativement. 165 000, grosso modo, pour la La version IQ. version AQ régulière avec un petit peu d'équipement. On devrait donc arriver à ça, C'est ça. Si vous voulez dépenser 200 000, c'est là qu'il faut le faire. Bien, si vous voulez un IQ, disons. évidemment. Là, je vais te parler de Tesla. OK, Bon. Tesla, on sait tout ce qui se passe actuellement. Les ventes sont en chute libre. Le titre boursier a perdu plus de 50 de sa valeur. Il y a des pays où c'est 70 de baisse de vente. Ça, tu dis, OK, on peut comprendre, situation politique, tout ce qui vient avec. Bon, c'est tel que tel. Mais là, il semble que Tesla soit dans le trouble au Canada à cause du programme d'aide financière fédérale. En fait, on s'est aperçu qu'entre le fameux vendredi où le fédéral a dit on va finir le 31 mars ou quand les fonds vont être échus, et le lundi matin où le fédéral a dit bien, il n'y a plus d'argent, Tesla a enregistré exactement 8600 ventes au cours de ce week-end-là pour aller chercher 43 millions de dollars en subvention. Et est-ce que c'est Tesla uniquement au Canada ou aux États-Unis? Uniquement au Canada. Uniquement au Canada. 4 concessions. On dit, et c'est pas moi qui le dis, là, j'ai Et pas là, évidemment... 8 000 ventes, ça veut dire à partir du premier véhicule vendu, parce que c'est pas loin du premier véhicule vendu. Oui, mais là, on parle de la même fin de semaine. Il y a un concessionnaire en particulier. OK, on parle de 4 concessions Tesla. Donc, l'inventaire a été tagué comme vendu. Exact. Mais on ne sait pas comment ils ont procédé. Il y a un concessionnaire qui dit qu'il en a vendu 2658 en une journée.
Je te rappelle que il fallait plus qu'il soit tagué pour Faut plus que que tu prennes vendu. possession dans le programme. Exactement. Il n'y a pas un concessionnaire qui a l'inventaire de 2600 véhicules en stock. On estimait que ça prenait 70 personnes. C'est le Toronto Star qui a fait une enquête. Là. 70 personnes prend 20 minutes par client pendant 12 heures pour être capable de faire ces livraisons-là. C'est complètement fou. Alors, évidemment, on parle sur 72 heures, 43 millions de dollars qui ont été dépensés. L'ACADA a demandé, bien entendu, une enquête à ce sujet-là, parce que là, évidemment, on se demande comment ils ont fait pour faire enregistrer tout ça, comment ils ont fait pour les considérer comme livrés, parce qu'ils devaient être livrés. Donc, on ne sait pas trop où ça va aller, mais ça commence à être un gros montant, là. Ça commence à être un gros montant, ça commence à être un peu bizarre également de la façon que c'est fait. Et là, on semble contourner les règles, ce qui, évidemment, n'est pas légal. Exactement. Dans la série des autres voitures électriques qui n'a vraiment pas la vie facile, la Volkswagen ID4, qui est encore l'objet d'un rappel. C'est le cas de l'ID4, mais aussi de l'Audi Q4, qui sont rappelés pour toutes sortes de raisons. Et cette fois-ci, un problème d'affichage de tableau de bord qui pourrait empêcher l'indication correcte de savoir si c'est engagé ou pas. Donc, il pourrait arrêter de rouler, tu peux aller sur le drive, bref. Ces véhicules-là vont finir par passer plus de temps au concessionnaire que chez le client. Ça n'a aucun sens. C'est triste, mais c'est ça. Exact. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête et au retour, on répond à vos questions. Restez avec nous. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Voici de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. Et le Facebook va être important pour la semaine prochaine parce que c'est Marc qui va répondre à vos questions avec Jacques. Alors, envoyez vos questions, surtout via Facebook pour cette semaine. Tiens, ça va être la consigne de la semaine. Et après, évidemment, on va pouvoir répondre à vos questions. On les garde toujours, évidemment, en banque. Alors, c'est bien important de nous les envoyer. Hein, messieurs? Exactement, mon cher. Marc, tu vas être solo la semaine prochaine, l'animateur. Ça va être beau. Je devrais pas être si pire que ça. Pas inquiet. Vraiment pas inquiet. Alors, ça va être le fun. Moi, je prends une petite relâche la semaine prochaine, bien sûr. Messieurs, on y va tout de suite avec une première question. C'est M. Tivers qui veut savoir, le Jeep Wrangler, est-ce qu'il va changer drastiquement au cours de la prochaine année ou des prochaines années? Non. La réponse, c'est non. Jeep ne changera pas drastiquement son Wrangler. Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas. Regardez les changements qui se sont passés au cours des dernières années. Là, on veut conserver l'héritage. Il y a une culture qui est trop proche des gens. Oubliez ça. Il peut peut-être y avoir des petits changements ici et là. Mais écoutez, c'est tellement vrai qu'on va arriver avec une version qui va être une vraie, supposée, hors-route électrique. Puis on ne l'a pas appelé Wrangler, là, on l'appelle Recon. Ça n'a rien à voir. Donc, on a voulu Mais on a gardé le style du Wrangler. Oui, mais on a voulu préserver le Wrangler comme il est. Donc, écoutez, on ne touchera pas au patrimoine, je vous dirais, parce que c'est ça qui fonctionne. Ce serait suicidaire de changer drastiquement. Probablement qu'on va apporter encore des améliorations ici et là, mais on ne peut pas s'attendre à un très, très gros changement. Écoute, la dernière génération, quand ils ont changé les sièges pour mettre des sièges électriques, ils ont eu des plaintes. Tu ne peux pas toucher à ça. Parce que Jeep, la marque, c'est ça. Puis il faut que ça continue en ce sens-là. Autrement, c'est ça. S'ils la tuent, la marque, ils viennent de tuer... Non, le Wrangler, c'est un icône, d'ailleurs. Ben oui, il est copié, mais jamais égalé. Jamais. Monsieur Gilles, il dit est-ce que les subventions vont revenir pour les véhicules électriques? C'est une des 25 questions que j'ai reçues concernant les fameuses subventions. Écoutez, au moment d'enregistrer l'émission, on n'a pas encore eu de nouvelles comme de quoi que c'était officiel et le montant, mais selon ce que Marc nous affirme, ça serait 4 000 le 1er avril. C'est ce que M. Charette, le ministre de l'Environnement, a dit il y a quelques semaines en disant oui, rassurez-vous, ça va revenir le 1er avril. Ce que l'on ne sait pas, c'est justement est-ce que ce sera le même montant et est-ce que ce sera les mêmes conditions? Parce qu'au-delà de l'aide financière pour les voitures elles-mêmes, il y a aussi ce qui vient avec les bornes, par exemple, l'achat d'une borne, qui est aussi suspendu pour le moment. Donc, est-ce que ça va être reconduit
On ne le sait pas. Ça va dépendre des budgets qui vont consacrer à ça. Mais on nous a dit que le 1er avril, ça reviendrait. Et cette fois-ci, j'espère qu'on va nous dire il y a 20 millions, 100 millions dans l'enveloppe. Et une fois que ça sera épuisé, ça sera terminé. Ouais. Parce que si, évidemment, la voiture électrique redevient très populaire, on utilise la subvention à outrance, on veut savoir si c'est épuisable ou si on a une date qu'on la respecte. Si on dit que c'est pour jusqu'au 1er janvier 26, qu'on se rende au 1er janvier 26, peu importe le succès de la voiture électrique ou les demandes. Mais tu sais qu'on parle beaucoup de politique. Hein? C'est toujours un peu fluctuant, les décisions en politique. Et je te rappelle, parce que c'est probablement ma phrase préférée, quand ils ont présenté le projet 2035 uniquement des voitures électriques, ils ont dit « Tous les programmes sont sujets à évaluation en fonction de la maturité du marché. » En gros, on peut changer quand on veut. Quand on veut. Monsieur Tardif qui demande si les tarifs vont avoir des conséquences sur le prix des autos au Canada. Donc, on reste dans la politique. Ben oui. Évidemment. Celui qui risque d'être le plus affecté, c'est le Ford F-150. Parce que dès à présent, on parle de tarifs sur l'aluminium de 25 Mais s'il est construit aux États-Unis et qu'il rentre au Canada, à date, il n'y a pas de tarif au Canada, donc il ne devrait pas changer de prix. Bien, en fait, Mais oui, aux parce qu'il va avoir- États-Unis, les véhicules vont augmenter. Bien, il va y avoir un 25 d'augmentation sur les coûts de fabrication parce que l'aluminium provient en partie du Canada. Donc, il y aura, oui, une augmentation par la bande à cause de Exactement. l'augmentation des prix. Éventuellement, il y aura des augmentations probablement pour d'autres types de véhicules, mais il faut faire attention. Il n'y a rien de coulé dans le ciment dans le monde de l'automobile, hein, parce que c'était tellement intégré. Bon, à la blague, un peu hors d'onde, je vous racontais l'histoire d'une petite pièce qui part de Guelph en Ontario, qui va se promener en Illinois, en Ohio, puis qui revient, puis qui repart, qui traverse 6 à 7 fois la douane. On ne peut pas, donc, abolir ce genre d'affaires-là du jour au lendemain. Si les tarifs s'appliquent, oui, ça va avoir un impact, mais le mot-clé, c'est le mot « si ». C'est ça. Effectivement, ça reste à voir. Bon, parlons concret automobile. Une Mach-E ou un Lyric? Bon, moi, je serais un lyrique demain matin. Là, si je voulais m'en aller vers un véhicule semblable, ce serait ça. Je n'ai rien contre l'autre, là, mais personnellement, au niveau du look, au niveau du confort intérieur, au niveau de la... Moi, ce serait ça. Moi, je n'ai pas d'obstination avec qui que ce soit là-dessus. Sans surprise, moi, j'irais vers le Mach-E, que j'aime beaucoup. J'aime le côté peut-être un peu plus sportif de la conduite. Je ne suis pas un fan non plus des finitions Cadillac. Je trouve qu'à l'intérieur, ils en mettent un petit peu trop. J'aime beaucoup la Mach-E de ce point de vue-là. Donc, moi, j'irais là. Mais je comprends, Jacques. Je ne dis pas que le Lyric est un mauvais véhicule. Loin de là. C'est un excellent véhicule qui a de la gueule, mais c'est deux personnalités différentes. Absolument. Puis c'est deux véhicules à peu près pareils quand tu regardes les performances, l'autonomie, Le ces rang, trucs-là. c'est ça. Peut-être un petit peu plus avec le Lyric, mais en général, c'est deux véhicules qui se comparent beaucoup. Vous voulez un véhicule de luxe, prenez le Lyric. Vous voulez côté un peu plus sportif, prenez la Mach-E, tout simplement. C'est à peu près là qu'on en est. On reste chez Ford. Ford Maverick, la version Tremor. Puis la sous-question, c'est pourquoi Ford sont toutes seules dans les petites camionnettes compactes. Donc, ça, je ne sais pas pourquoi ils sont seuls, mais la concurrence devrait se réveiller parce que Ford ne sont même pas capables d'en fournir. Absolument. Absolument, c'est ça qui arrive. Techniquement, il ne devrait plus être seul longtemps, par exemple. Bien, Techniquement. Techniquement, parce qu'on nous annonce depuis combien de temps le retour du Dakota? Mais Dakota va être davantage, d'après moi, du côté du Ranger Effectivement. Ouais, et plus- non du plus- Maverick. Non. Dans les petites camionnettes, il y a quoi? Il y a Kia qui en a une, la Tasman, qui est à l'extérieur, qui est en Australie pour le moment, qui pourrait éventuellement y arriver avec ça. Il y a le Santa Cruz, qui est, oui, un concurrent du Maverick, là, qui font à peu près le même genre de véhicule, Ouais. mais qui n'a pas les capacités. Bien, non, c'est pas vrai. Le- Officiellement, il y a les mêmes capacités, mais quand on est à l'intérieur, on se rend compte que c'est plus un VUS avec une boîte qu'une petite camionnette. Parce que le Maverick, c'est une petite camionnette. Ouais. C'est une vraie petite camionnette. Et je lisais, je ne sais pas trop où, là, hier, au niveau d'un rapport qui disait que c'est un véhicule qui est bien classé aussi au niveau économie et au niveau valeur de rachat. C'est un véhicule qui a une bonne valeur de rachat. On se les Ça, c'est arrache. intéressant. Ford ne sont même pas capables de livrer. Là, on fait une version Tremor qui est un petit peu hors route. Qui est Et superbe, si c'est en votre passant. question, oui, le seul point négatif que j'ai du Maverick Tremor, c'est qu'il est à 52 000. Ouais. C'est le seul point négatif. Mais lorsqu'on regarde n'importe quoi dans la concurrence de ce côté-là, on est à peu près dans les mêmes prix. Si on va chercher la version hors route XTR, XRT.
ou XRT, je la mélange tout le temps, celle-là XRT. du côté de Hyundai. On va être à peu près dans les mêmes Pareil. prix également. Donc, ça, c'est Mais il faut dire que le Tremor, c'est très bien réussi en termes de look. Oh, oui, Puis ils ont fait vraiment des beaux efforts. Regardez aussi ce qui s'en vient avec le Maverick, le Lobo, qui va être une version de performance, entre guillemets, avec une suspension abaissée et tout. Oui. Je trouve ils font vraiment un beau travail avec le Maverick. Exactement. Véhicules électriques d'occasion, parce qu'on commence, ça s'en vient. Il y en a Les véhicules sur le marché. sont trop chers. On regarde autour d'une vingtaine, 20 000, puis c'est 21 000 le prix exact. Un Kona à 90 000 km, 21 000. Ou une Leaf, 2021, 56 000 km, donc sont à peu près dans les mêmes prix. Kona est reconnu beaucoup. Leaf aussi. Et je ne connais pas de quelle façon je pourrais vérifier la capacité des batteries. Ils sont rendus où au niveau usure? Mais c'est deux véhicules intéressants. La Leaf, moi, quand je l'avais conduit, je l'avais aimé beaucoup. Et la Kona aussi. Alors, c'est deux véhicules qui vieillissent assez bien. Il y a des véhicules qui ne sont pas dispendieux. Là. Je pense au Mazda, mais qui n'a pas d'autonomie. Le petit Mazda qui est fait. Ouais, Ouais, MX-30, tu vas aller gagner. Mais Faire- tu vas être à peu près dans les mêmes prix pour un MX-30, mais tu vas avoir un 2023. Ah, c'est justement, 2022. c'est ça. Puis pas de kilométrage. Mais 2021, c'est pas vieux. 90 000 km contre 56. C'est peut-être là, Ouais. avec le kilométrage que vous faites, qui peut être une différence. Pour le même prix, je vais peut-être avec le kilométrage le moins élevé. Absolument. Mais il faut regarder dans la batterie. Il n'y a pas deux batteries dans le livre. Oui, il y a deux batteries dans Il le faut livre. s'assurer que c'est l'autonomie la plus longue. Et il y a une façon, quand vous allez faire une inspection, parce qu'un véhicule d'occasion, on fait toujours une inspection, il y a moyen d'avoir un état de santé, là, on appelle ça La batterie. le SOH, là, State of Health de la batterie. Demandez ce rapport-là. On est capable de savoir précisément où on est rendu votre batterie. Absolument. Pourquoi pas l'avoir laissé sur la livre directement dans le tableau de bord? On l'avait Ouais. dans les premières Il était livres qui est affiché, sorti en je sais pas 2012. On pourquoi, avait le niveau d'usure en 12 segments, mais là, ça n'existait plus. Ça n'existe plus. Ouais, non. Merci beaucoup, messieurs. Ça fait plaisir. Alors, voilà, c'est tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Virage. D'ici là, passez une bonne semaine.